merci d'être présent avec nous ce matin pour ce premier webinaire sur les métiers. Jusqu'à maintenant, nous avions fait des webinaires liés au métier de l'accompagnement et du conseil, et puis on inaugure là des webinaires sur les métiers. Et donc je suis ce matin avec Marie Cauchy d'ADN Ouest qui va se présenter juste après. Je voulais vous dire que on est ensemble donc environ pour 1 heure. On va en fait dérouler un certain nombre d'éléments et puis vous pourrez poser des questions à la fin. On va être sur un déroulé qui va durer peut-être 40-45 minutes, donc on aura un temps d'échange à la fin. Vous pouvez poser ces questions via la fenêtre de chat qui est en bas à gauche de votre écran. Et depuis quelque temps, en fait, on met en ligne les webinaires pour que vous puissiez, par exemple, si vous voulez en parler à des collègues en leur disant « Regarde, les webinaires auxquels j'ai participé », ils sont donc en ligne sur la boîte à outils sur le site Orientation Pays de la Loire. On va tout à l'heure vous montrer à la fin où les retrouver. Et pour cette raison, on vous a en fait inscrit avec un prénom et le nom de votre structure comme en tête quand vous prenez la parole, parce qu'on a pensé que vous ne souhaiteriez pas forcément que votre nom-prénom soit visible voilà, à tous sur le site Orientation Pays de la Loire. Et donc, pour votre information, les commentaires que vous écrivez là pourront être lus a posteriori par d'autres personnes. Voilà, donc on a des bonjours de différentes personnes. Enchantée. Donc, écoute, Marie, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marie Cauchy, je travaille depuis maintenant 2 ans dans une association qui s'appelle ADN Ouest et je m'occupe de tout ce qui est emploi et formation dans la filière du numérique. Actuellement, j'occupe un poste de sensibilisation au métier du numérique. On intervient principalement auprès des jeunes élèves, auprès des personnes en reconversion et des prescripteurs de l'orientation pour leur faire connaître les métiers du numérique et puis leur donner envie de rentrer dans nos filières. Et alors, maintenant, on va s'intéresser de savoir qui... Désolée, ce matin, on a des vidéos aussi à vous montrer, donc il faut qu'on gère les aspects son. Alors, voilà ce qu'on appelle notre premier sondage. Donc on vous sollicite. C'est pas parce que vous êtes derrière vos écrans qu'on ne va pas vous faire travailler. Et donc, merci d'indiquer à quel réseau vous participez, de façon à ce que chacun ait un peu une vision sur ce groupe virtuel qui nous réunit ce matin. Alors, donc, on voit qu'on a en fait 7 personnes de Pôle emploi, 2 personnes de mission locale, 1 personne du FAFTT, 1 personne de Cap emploi, 2 personnes d'un autre réseau. Il se peut que d'ailleurs qu'il y ait un petit décalage, que vous voyez des personnes qui s'inscrivent que je ne cite pas. Je me suis aperçue que parfois, je pense, entre le temps où vous votez et le temps où l'information arrive à notre écran, il peut se passer quelques secondes. Parce que d'ailleurs, là, en fait, il y a beaucoup moins de personnes qui répondent que de personnes qui sont connectées. On a, voilà, globalement, une bonne participation de Pôle emploi ce matin. Alors, on va démarrer en plantant un petit peu le décor avec une première vidéo réalisée par ADN Ouest sur c'est quoi le numérique. C'est quoi le numérique ?
Voilà, alors cette première entrée en matière, eh bien, Marie, du coup, les métiers du numérique, c'est quoi? C'est les entreprises d'informatique? Alors non, aujourd'hui on ne parle pas seulement des entreprises informatiques. En fait, pour vous illustrer le propos, chez ADN West, on a à peu près 540 entreprises adhérentes et ces entreprises se différencient en trois typologies. On va parler du coup des entreprises informatiques, donc on appelle les entreprises prestataires. Leur cœur d'activité, c'est vraiment de faire du numérique, de faire des sites internet, des logiciels, de développer des applications, de gérer du stockage, des données. Et puis on a aussi ce qu'on va appeler les directions informatiques. Par exemple, la direction informatique de la SNCF qui va délivrer un service avec un site internet, une application. Donc ce ne sont pas forcément des entreprises du numérique. On va retrouver aussi tout ce qui est formation et école dans le numérique. Alors, je pense que ce qui est important déjà pour planter le décor, le numérique, c'est pas seulement un milieu professionnel, c'est finalement un milieu et des usages qui nous entourent tous les jours. Et ici, ce qui est important de retenir finalement, c'est que on a tous une façon d'utiliser le numérique plus ou moins différente. On a tous accès à des outils numériques. Par exemple, ici, on va voir sur cette slide les réseaux sociaux ou notre façon, par exemple, d'acheter, que ce soit acheter sur Amazon ou interagir avec des acheteurs particuliers sur le Bon Coin. On va utiliser nos téléphones pour regarder les horaires de transport en commun. On va utiliser nos téléphones pour pouvoir se déplacer en taxi, ce genre de choses. Ici, ce qui est important de retenir, à mon sens, c'est vraiment cette notion d'usage dans notre vie quotidienne de tous les jours. Et les nouvelles générations aujourd'hui maîtrisent évidemment bien ces compétences. Et en fait, ce sont des compétences qui sont à réimplanter finalement dans sa carrière professionnelle, telles que par exemple la gestion des réseaux sociaux. Être en capacité d'utiliser un réseau social, d'animer sa communauté. Métier qui, par exemple, compétences qui se rapprochent beaucoup du métier de community manager, donc de gérer un peu toute la communauté digitale d'une entreprise vers les clients et vers les partenaires. Alors, en termes de secteur, quels sont les principaux secteurs qui sont impactés du coup par le numérique? Et bien finalement, on peut parler à peu près de tous les secteurs, des métiers des entreprises très traditionnelles qui aujourd'hui implantent le numérique dans leur entreprise pour se développer et pour avoir finalement une activité autre que leur activité principale. J'aime beaucoup utiliser l'exemple de Eram. Alors Eram, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un magasin de chaussures. Eram, il y a quelques années, s'est dit, bah voilà, comment est-ce qu'on va développer notre activité? Comment est-ce qu'on va améliorer notre image de marque? Et en fait, ils ont développé par exemple deux paires de chaussures. La première, c'est une chaussure connectée pour les personnes âgées qui permet de prévenir tout risque de chute. Et la deuxième, c'est une chaussure connectée pour les ouvriers qui permet de prévenir tout risque finalement, des risques médicaux, voilà, quand on porte des charges lourdes et des choses comme ça. Donc c'est une façon finalement d'utiliser le numérique pour redorer son secteur d'activité. Donc là, on voit bien une transversalité entre deux secteurs qui finalement n'étaient pas du tout les mêmes. Et on va retrouver du coup du numérique sur notre région. On va retrouver du numérique en médecine. Donc là, comme on peut voir sur la photo, on voit en fait, c'est une photo qui vient de l'hôpital d'Angers. Donc pour ceux qui sont d'Angers ici, donc c'est quelque chose qui vient de notre territoire. On voit bien donc les médecins qui ont la tête dans le caisson sur la gauche de la photo et des bras robotisés qui opèrent le patient. Donc là, on a vraiment une dimension technologique qui est venue améliorer nos pratiques en médecine. Aujourd'hui, on parle même d'opération à distance, avec un chirurgien qui peut être dans un autre pays et opérer à distance. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite à parler fort, c'est un petit peu les commentaires qu'on a. Et puis, on a une personne qui ne voit pas la photo. Pas de réaction particulière. D'accord. Alors, deuxième secteur dans lequel on va retrouver du numérique, c'est le secteur de l'aide à la personne. En fait, on peut imaginer dans le futur l'utilisation de robots auprès de personnes dépendantes.
qui va permettre par exemple de surveiller des constantes, d'alerter les personnes responsables en cas de problème, et même aussi donner un peu de compagnie finalement aux personnes qui sont dépendantes et qui sont généralement isolées chez elles. Donc voilà, c'est l'utilisation du numérique dans des secteurs d'activité complètement divers. Et on voit bien que du coup, ici dans le secteur de l'aide à la personne, on va avoir besoin de compétences, de personnes capables d'aider à ce changement en fait. Comment est-ce que je m'approprie l'outil numérique dans mon métier traditionnel, qui est l'aide à la personne, voilà. Alors un troisième exemple que j'aime beaucoup, c'est la banque. Je pense que vous êtes tous déjà au fait d'utiliser des applications ou d'aller consulter vos comptes bancaires sur un site internet. Là, derrière la banque se pose quand même énormément de questions de sécurité. On va parler beaucoup de cybersécurité. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un secteur qui est très porteur au niveau cybersécurité, là où on va avoir beaucoup d'emplois dans les années à venir. Voilà, comment est-ce que je sécurise un système d'information bancaire, sachant qu'une banque est victime d'à peu près 30 cyberattaques par jour. Donc comment est-ce que les experts cybersécurité font en sorte de sécuriser au mieux le système d'information bancaire? Et puis c'est pour notre bien, nous les utilisateurs. Très bien. Alors la cybersécurité, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais on va y revenir tout à l'heure. L'armée, alors c'est pareil, l'armée ça rejoint un peu la médecine finalement, c'est des secteurs d'activité qui ont beaucoup financé de la recherche et du développement pour utiliser des outils numériques, hein, pour bien sûr faciliter que ce soit des missions de surveillance, des missions bon, un peu de tout. Là, l'exemple ici, c'est un drone qui, bon, évidemment, comme vous voyez sur l'image, peut lancer des missiles, mais c'est aussi beaucoup de drones de surveillance qui permettent du coup d'avoir des images en temps réel de ce qui se passe sur le territoire. On retrouve aussi une notion d'exosquelette. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu un gros mot. Exosquelette, donc c'est très connu pour les joueurs de jeux vidéo. Exosquelette, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de démultiplier nos forces. Donc c'est toute une armature en fait en métal qui va permettre par exemple à un soldat de porter des charges beaucoup plus lourdes ou de rester dans une position voilà, accroupie par exemple pendant 2-3 heures. Chose qu'on aurait énormément de mal à faire avec nos membres à nous. Voilà. Donc c'est un bel exemple de technologie utilisée. L'armée recrute énormément de personnes dans les métiers du numérique et ont besoin en fait de beaucoup de compétences. Là aussi, on va parler beaucoup de cybersécurité avec toutes les données sensibles du territoire. Oui, on voit les campagnes de communication, connecter des réseaux au service de l'armée. Exactement. Le transport, alors ça c'est un bel exemple aussi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez tous le fonctionnement d'une voiture autonome, hein, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment de voitures autonomes, donc des voitures sans chauffeur. Une voiture autonome aujourd'hui va être blindée en fait tout autour de capteurs. Les capteurs vont récupérer des données qui vont être analysées. Donc on parle d'analyse décisionnelle. Donc on récupère ces données et on prend une décision suite à l'analyse de ces données. Là, on va parler de métiers qui tournent autour de la gestion de données. Comment est-ce que je récupère ces données, je les analyse et je prends une décision. On va voir que les métiers du juridique vont énormément être impactés par ces nouvelles technologies. Comment est-ce que j'encadre juridiquement l'utilisation de ces nouvelles technologies? Et qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, comme il vient d'y avoir un accident avec une voiture Uber, exactement. Alors bon, il y en a pour l'instant, il n'y en a qu'une en circulation, donc évidemment, on en parle beaucoup. Les constructeurs automobiles s'accordent pour dire qu'ils seront responsables en cas d'accident, parce qu'ils peuvent à peu près prévoir à 99,999% qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà, on en est là pour l'instant. On a encore un peu de temps avant que ça sorte sur le marché en particulier, parce qu'évidemment, il y a toutes ces questions à résoudre, questions juridiques et questions d'éthique aussi, parce que dans l'analyse décisionnelle, il y a la gestion des données, mais il y a tout ce qui peut graviter autour, et là où l'humain est la seule personne à pouvoir répondre à ces questions-là finalement. Donc on a des comités d'éthique aujourd'hui, avec des personnes qui travaillent dans le numérique et d'autres qui ne travaillent pas forcément dans le numérique, et qui réfléchissent à ce genre de questions. L'agriculture, alors ça c'est pareil, on parle aujourd'hui d'agriculteurs connectés, de tracteurs connectés. Là l'exemple, c'est un drone en fait finalement qui va analyser toute l'exploitation et qui va permettre de trouver les endroits où on va manquer d'eau, on va manquer de pesticides,
Et on va, grâce à tout ça, vers une agriculture un peu plus responsable finalement. Le drone va analyser une zone en particulier et dire, bah voilà, il manque de pesticides à cet endroit-ci. Alors, Sébastien a levé la main. On peut poser une question par la zone de chat. Voilà, donc Sébastien, n'hésitez pas à venir poser votre question dans la zone de chat. En bas à gauche. La fabrication 3D, alors ça devient presque, entre guillemets, banal. Hier, j'étais dans un collège, par exemple, qui s'est doté d'une imprimante 3D pour montrer aux élèves comment ça fonctionne. Derrière la fabrication 3D, on parle de tous les métiers de modélisme, tout ce qui est modéliser des environnements 3D via des logiciels. On va parler aussi beaucoup, et on en reparlera après, de réalité virtuelle, réalité augmentée. Tout ça, finalement, c'est un peu lié. C'est des personnes qui vont être en capacité de modéliser, d'utiliser tous ces logiciels pour bah voilà, être capable d'imprimer finalement une toute petite pièce qui, à l'époque, on aurait dû la racheter, on aurait dû finalement jeter tout l'ensemble de l'objet. Aujourd'hui, on va être capable de juste récupérer et reconstruire une simple petite pièce. Donc on en est là. On parle aussi de tout ce qui est prototype. Hein, c'est bien plus facile et bien moins coûteux de réaliser son prototype. Voilà, je parle par exemple, on veut réaliser un objet connecté. On va faire un test, voir quel va être l'aspect physique de l'objet. Bah, finalement, on peut le faire grâce à une imprimante 3D et le faire assez rapidement et surtout près de chez soi. Et je crois que c'est à Nantes que nous avons construit la première maison aux Exactement. normes du logement social en imprimante 3D il y a quelques mois. C'est ça. Alors en fait, la technologie, c'était vraiment des bras robotisés qui soufflaient finalement du béton, de la mousse. Alors, je ne connais pas forcément en BTP, hein, mais voilà, ils ont réussi en 3 semaines à construire une maison de logement social. Évidemment, on a des avantages de coût. Et ce qui est intéressant de voir dans ce projet-là, c'est que finalement, Nantes Métropole Habitat a travaillé avec des ingénieurs de l'université, mais ils ont aussi travaillé avec des personnes dans le BTP, finalement des maçons, qui ont apporté leurs connaissances métiers, et ils ont essayé de voir comment est-ce que leurs connaissances métiers peuvent se mettre en lien avec la technologie. Donc c'est vraiment une équipe de métiers complètement différents qui ont travaillé ensemble, hein, des ingénieurs, des personnes du BTP, des ingénieurs du BTP et de l'informatique, et les ouvriers évidemment qui eux maîtrisent bien mieux les problématiques terrain. Et puis pour finir, on va parler de tout ce qui est domotique. Alors là j'ai mis l'exemple de la maison, mais la domotique ça concerne bien plus que ça, hein. On parle ici de frigo connecté. Je pense que vous connaissez déjà tous tout ce qui est thermostat connecté, comment gérer son chauffage, programmer l'allumage du chauffage et tout ça. On va aller beaucoup plus loin dans les années à venir avec voilà, des frigos connectés qui sont capables de réaliser votre liste de courses, de même transmettre votre liste de courses à un magasin Drive, et qui sait, peut-être qu'un jour, ces courses-là nous seront livrées par drone. Très bien. Alors, du coup, Marie, là, on a parlé un peu de les métiers du numérique, c'est quoi, c'est où. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, bon, on parle de recrutement, ça recruterait. Alors, quels sont les métiers? Et puis, du coup, est-ce que c'est justifié le fait de dire qu'il y a des recrutements? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qui va durer? Alors, en fait, déjà pour poser le contexte, on a quelques chiffres hein, sur la région Pays de la Loire. Donc sur la région, le numérique représente près de 45 000 emplois. Mais alors attention, parce que finalement ce chiffre, ça parle seulement pour les entreprises qui donnent du service numérique. Leur cœur d'activité, c'est du service numérique. On va retrouver, comme je vous l'ai dit, tous les autres emplois à côté qui finalement vont être énormément impactés par le numérique. Donc on va déjà faire cette différenciation entre les métiers du numérique pur et les entreprises traditionnelles qui sont impactées par le numérique. Donc 45 000 emplois sur la région, on peut quasiment doubler ce chiffre si on ajoute les métiers finalement qui sont impactés par les nouvelles technologies, donc tous les métiers traditionnels. Donc en fait, 45 000 personnes qui ont un métier de numérique dans des entreprises qui ont un code d'informatique. Exactement. Et 45 000 personnes qui ont un métier de numérique dans toutes les autres entreprises. Exactement, voilà. Donc on connaît un taux de croissance d'emploi hein, entre 2011 et 2016 qui est près de 20%. Il a continué sur cette longueur-là en 2017-2018. On n'a pas encore les chiffres, mais c'est globalement une tendance
continuent à s'inscrire. Et sur la région, du coup, ça représente à peu près 4900 entreprises. Mais là, c'est pareil, on parle seulement des entreprises de services numériques, des entreprises qui ont un cœur d'activité numérique qui, du coup, passent sous les codes informatiques. Bien évidemment, c'est bien plus que 4900 entreprises. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais avec l'exemple d'ERAM, on ouvre des services numériques au sein d'entreprises complètement traditionnelles qui n'avaient pas du coup ce cœur de métier. Et en termes de prospective, on a un peu de visibilité pour dire que ça devrait durer. Alors, la prospective, on n'a pas forcément de chiffres. Hein. Par contre, on voit bien que les nouvelles technologies commencent à influer un peu partout sur notre façon de vivre, sur notre façon de communiquer, notre façon d'acheter. Donc, évidemment, on sait très bien que ça va continuer à exploser. On a quand même quelques certitudes, c'est que aujourd'hui, on a énormément besoin de compétences, de personnes capables de maîtriser ces outils numériques, de faire du numérique tous les jours. Voilà. Après, je vais avoir du mal à l'appuyer avec des chiffres, mais c'est vrai que vous pouvez quand même retrouver toutes sortes d'études, hein, par exemple les études du Syntec numérique, les études du Cariforef, plein d'études qui montrent que la filière numérique ne va faire que croître. Très bien. Et pour travailler dans... Oui. Juste une question de Fabienne, de Pôle emploi. Oui, Fabienne. Alors, en fin de webinaire, on va vous montrer où vous pourrez en fait regarder le webinaire a posteriori et où vous pourrez effectivement venir chercher le support PowerPoint. Marie, pour travailler dans le numérique, il faut aller travailler à Paris? Non, pas forcément. Non, en fait, sur la région Pays de la Loire, on est une des régions les plus dynamiques de province. Bon, évidemment, toujours après l'Île-de-France, mais non, il n'y a pas besoin d'aller sur Paris pour travailler dans le numérique. Vous avez tout aussi bien votre place sur la région Pays de la Loire, et on verra plus tard, suivant les départements, mais il y a largement de quoi faire sur notre territoire. Évidemment, on voit des rémunérations en hausse, c'est une tendance qui s'inscrit vraiment dans les métiers du numérique. Alors ça s'explique surtout parce qu'on est en manque de compétences sur le territoire. Aujourd'hui, un développeur qui maîtrise plusieurs langages va pouvoir choisir son entreprise, va pouvoir choisir et essayer de jouer sur son niveau de salaire, par exemple. Voilà, c'est comme les métiers du support informatique, hein, on a de moins en moins de personnes qui y sont formées. Donc aujourd'hui, forcément, les rémunérations sont en hausse pour essayer d'en attirer les plus nombreux. Je pense que ça, c'est globalisé à toute filière. Alors, évidemment, on est toujours sur des niveaux de recrutement assez élevés, surtout pour les grosses entreprises. Certaines commencent tout de même à s'ouvrir. Vous le verrez au long du webinaire, on a réussi à trouver des témoignages qui montrent que certaines entreprises s'ouvrent. Beaucoup d'entre elles sont conscientes qu'elles n'ont pas le choix de s'ouvrir pour pouvoir recruter de plus en plus de personnes, pour pouvoir continuer à fonctionner, continuer à accepter des contrats. Aujourd'hui, on voit quand même des entreprises qui refusent des contrats parce qu'elles n'ont pas assez de compétences, elles n'ont pas assez de personnel, elles n'ont pas assez de collaborateurs pour mettre en œuvre ces projets. Donc on travaille beaucoup sur les niveaux de recrutement des entreprises. On essaye de leur montrer qu'une personne en reconversion a toutes ses chances de travailler dans le numérique parce qu'elle a le savoir-être, elle a déjà travaillé sur un métier, elle a des compétences métiers, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de compétences métiers finalement. On acquiert des compétences techniques, mais derrière on a besoin de compétences métiers. Quand on va réaliser un site internet par exemple pour le secteur médical, on va rechercher des personnes qui connaissent les réalités du métier dans le secteur médical finalement. L'intervention de Brigitte, Pôle emploi. Alors, une intervention de Brigitte, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de métiers détruits par le numérique? Alors effectivement, France Stratégie a en fait produit une étude sur le sujet. De mémoire, ils estiment eux un impact relativement faible, aux alentours de 10% en termes de destruction d'emplois. Quels emplois? Clairement les emplois des personnes, enfin les emplois peu qualifiés, hein, toutes les activités qui peuvent être automatisées. En revanche, on estime aujourd'hui que plus de la moitié des métiers vont être impactés de façon forte par le numérique. Donc c'est une transformation des métiers. En fait, moi j'ai un exemple assez probant. Le métier de maçon, par exemple, va être un métier qui va complètement être transformé par le numérique. C'est-à-dire que le maçon, aujourd'hui, on ne va plus forcément lui demander, enfin, c'est toujours le cas actuellement, mais dans des années à venir, on ne va plus lui demander de porter ses briques
et d'aller les installer les unes après les autres. On va lui demander d'être en capacité de travailler avec un bras robotisé et de maîtriser finalement le bras robotisé et d'apporter au bras robotisé toute sa compétence métier sur le terrain. Alors évidemment, certains métiers vont amener à être automatisés, mais je pense que le numérique crée aussi beaucoup de métiers accessibles à des niveaux de compétences bas finalement. Donc avec le temps, on risque de retrouver et on retrouvera forcément un équilibre entre la destruction et l'apparition de nouveaux métiers. Alors, de nombreux atouts pour l'alternance. En fait, évidemment, les entreprises commencent à s'ouvrir sur leur niveau de recrutement. Ça n'empêche qu'elles ont toujours un peu peur, finalement, d'aller recruter différemment, de recruter ailleurs. Et elles commencent à se poser les questions d'alternance. Voilà, l'alternance dans le numérique. Être en capacité d'avoir quelqu'un qui est en formation, donc qui va être à jour sur les niveaux de compétences, et qui va mettre à profit toutes ces nouvelles compétences finalement dans l'entreprise pendant 1 ou 2 ans sur un contrat d'alternance. Donc on essaye aussi, nous, beaucoup de développer l'alternance auprès de nos entreprises adhérentes. Et donc, comme on le disait, des mutations technologiques qui transforment les métiers et génèrent de nouveaux besoins en emploi et compétences. Donc, comme je vous le disais juste avant, on va chercher des compétences métiers alliées à des compétences technologiques pour utiliser toutes ces nouvelles technologies et être en capacité de faire des outils qui répondent bien aux besoins des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, c'est nous, c'est vous, c'est un peu tout le monde. Alors, nous, effectivement, habitants des Pays de la Loire, tu nous as dit que les Pays de la Loire étaient une région dynamique sur le plan des activités numériques. Dynamique, pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que vous en avez une idée les uns les autres? Alors, j'ai vu qu'il y a une question. Au niveau formation, existe-t-il sur les Pays de la Loire des alternatives comme l'organisme 42? Alors, l'organisme 42, attention, parce que c'est quand même quelque chose qui est destiné à des développeurs, certes non formés, qui ne vont pas faire de formation, mais qui sont quand même à un niveau de compétence extrêmement haut. L'école 42 va former on va dire les plus hauts niveaux de compétences, les plus bons développeurs, les meilleurs ingénieurs. Alors, il existe des alternatives chez nous, mais qui sont quand même plus accessibles à des personnes en reconversion. Aujourd'hui, une personne en reconversion qui est à la recherche de pouvoir monter ses compétences dans le numérique, l'école 42, c'est pas forcément ce que je lui conseillerais, parce que ça reste quelque chose de très sélectif et très élitiste. Alors, vous êtes pas loin de 70% à effectivement penser que la Sarthe a une spécialité autour de la rillette domotique. Ah, celles qui Non, vous non, paraissent fausses. C'est les fausses, donc c'est bon. C'est à l'inverse. Ah, pardon. Donc, alors, en effet, on va commencer peut-être par donc les fausses. Ensuite, donc la Vendée, les villes intelligentes, vous avez du mal à y croire. La Loire-Atlantique, les nanotechnologies aussi, le Maine-et-Loire, objets connectés. Bon, la Mayenne, avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça a l'air d'être connu. Oui, en fait, on parle du Laval Virtual en Mayenne, qui a lieu tous les ans. C'est un salon international qui accueille toutes les nationalités du monde. C'est un salon qui est reconnu mondialement. Donc, effectivement, la Mayenne est spécialisée dans la réalité virtuelle et augmentée. Alors, par contre, la Loire-Atlantique n'est pas spécialisée dans les nanotechnologies. La Loire-Atlantique va plutôt être spécialisée dans du web finalement généraliste. On va parler du Web Today pour ceux qui connaissent. C'est pareil, c'est un festival qui a une envergure mondiale et qui va parler de toutes les technologies du web, de la communication. Pour le reste, évidemment, vous avez bien compris que la Sarthe, l'industrie de la rillette domotique, c'était faux. Finalement, la Sarthe, en lien avec les 24 heures du Mans, bien évidemment, la Sarthe va répondre à toutes ces questions d'automobiles connectées, de voitures autonomes. Ils ont évidemment une industrie automobile et des pôles de recherche et développement qui sont très compétents. Pour le reste, le Maine-et-Loire, les objets connectés, on voit bien la ville d'Angers avec la cité de l'objet connecté, donc c'était une réponse vraie. Et la Vendée avec les villes intelligentes, la Vendée qui veut se placer en tant que leader des Smart Cities.
qu'on appelle dans le jargon numérique. C'est-à-dire Les villes intelligentes, les villes connectées, c'est les abribus, c'est la capacité de récupérer des vélos, hein, comme on voit aujourd'hui dans nos villes actuelles, hein, quasiment partout on va pouvoir louer des vélos, être en capacité de savoir voilà, à la borne de vélo suivante, combien est-ce qu'il me reste de vélos, est-ce qu'il reste de la place. Ça c'est un exemple, on va dire, qui est basique. La Vendée va développer tout ce genre de choses. Finalement, on a énormément de personnes, en fait, ce qu'on va appeler des startups, des auto-entrepreneurs qui se lancent sur ces sujets-là. Et bien évidemment, ça reste en lien beaucoup avec les objets connectés qui sont indispensables pour ce genre de technologie. merci pour vos réponses. On revient dans notre environnement. Et on a Sonia de l'Université d'Angers qui nous informe qu'il y a un Master 1, un Master 2 en alternance à l'Université d'Angers et cette année, ouverture d'un Master Data Science. C'est quoi la Data Science? Eh bien justement, on va en reparler juste après. On vous a prévu un petit quiz pour répondre à ces questions. Donc je passe sur les autres sujets, puis on reprend la data science juste après. Comme vous pouvez le voir, on a des nouveaux territoires. Hein. Quand je dis nouveaux territoires, finalement, c'est des sujets sur lesquels, il y a 10 ans, on ne s'en préoccupait pas forcément. Et aujourd'hui, c'est des territoires qui vont recruter énormément, des thématiques finalement dans le numérique qui vont recruter énormément. Alors on parle de cybersécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les données. Plus largement, finalement, la cybersécurité, c'est comment est-ce qu'on sécurise tout ce transfert de données. Nous, quand on navigue sur Internet, finalement, les navigateurs, les sites récupèrent des données de navigation. Alors, nos données à nous, personnellement, ne sont pas très intéressantes. Par contre, les données de 1 million de personnes qui ont à peu près le même âge que nous, le même métier, le même lieu de résidence, ça permet aujourd'hui aux entreprises de déterminer des comportements stratégiques, des comportements de consommation, et tout ça, il faut l'encadrer. Cybersécurité, des métiers très liés avec les métiers du juridique finalement. Et donc, comment je sécurise tout ça? Comment est-ce que je sécurise toute la gestion des objets connectés? Donc, les objets connectés, les montres connectées, les frigos connectés, voilà, beaucoup en lien avec l'innovation, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de ce qu'on appelle des startups, hein. Finalement, c'est des projets qui se lancent, hein, des entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes qui se lancent à créer leurs projets. Les objets connectés, c'est voilà, comment est-ce que je rends un objet finalement traditionnel, hein, qu'on connaît dans notre quotidien, comment est-ce que je le connecte et que je peux en faire un objet connecté et on va dire modifier son usage ou au moins le développer et l'améliorer. Certains objets qu'on n'utilisait plus forcément, on les connecte et puis bah voilà, on en trouve de nouvelles utilisations. La chaussure des rames est plutôt un bel exemple à ce niveau-là. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, donc là on retourne en Mayenne. La réalité virtuelle et augmentée, c'est pas seulement pour les jeux vidéo, hein, évidemment, on a du mal à en voir des applications hors jeux vidéo parce que pour l'instant ça reste accessible dans le milieu professionnel. Mais par exemple, j'aime beaucoup utiliser l'exemple de Artibain. Artibain qui a finalement, qui est un vendeur de salles de bain, hein, de mobilier de salle de bain. Et puis il s'est dit, bah moi je voudrais me construire un super showroom qui fait tant d'hectares, mais un super showroom qui fait tant d'hectares, ça demande d'acheter du matériel, ça demande d'avoir des employés qui peuvent gérer et maintenir tout le showroom, et ça demande d'acheter évidemment tout le matériel et l'espace. Il s'est alors construit un caisson 3D, donc il s'est fait accompagner bien sûr d'entreprises qui sont spécialistes de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Il s'est construit un caisson 3D qui va permettre à ses clients de s'immerger dans un environnement qui est le leur, hein, leur salle de bain, donc tout en modélisant au préalable leur plan de salle de bain, et puis venant annexer des nouveaux produits, et puis se dire super, ma salle de bain avec cette nouvelle baignoire et ce nouvel évier, ça me plaît bien. Et donc voilà, il a réussi à faire des économies, en tout cas sur ce showroom. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc en fait, la réalité virtuelle, c'est finalement, on va s'immerger dans un environnement complètement virtuel, hein, qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas l'environnement physique qu'on a autour de nous.
Alors que la réalité augmentée, c'est implanter des éléments virtuels dans un environnement réel. Beaucoup utiliser la réalité augmentée dans tout ce qui est aéronautique. Notamment Airbus utilise beaucoup la réalité augmentée et réalité virtuelle pour gérer les risques médicaux au travail pour les ouvriers qui travaillent sur les chaînes de production. Nous avons une question de Nathalie. Comment évaluer ses propres compétences numériques de façon objective? Alors bien sûr, il y a des outils qui existent. Je vous les ai mis en fait tout à la fin de la présentation. En fait, on a des sites aujourd'hui qui nous permettent de s'initier au code informatique. On va retrouver aussi des questionnaires qui nous permettent de savoir quel est un peu notre niveau, notre culture numérique, parce que là, on va parler de culture numérique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ces sites-là, on a certains qui mettent en place des environnements enseignants ou accompagnateurs finalement, et un environnement élève. Donc on va aussi pouvoir suivre le niveau des compétences numériques de certaines personnes qu'on accompagne. Mais j'y reviendrai juste à la fin en vous présentant tous les sites que je vous conseille d'aller voir. Et puis du coup, on va passer au petit quiz sur le big data. Voilà. C'est maintenant. Alors, non, ce n'est pas celui-là. Juste Voilà. Le big data, mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est? Donc, un jeu de société, la science des données informatiques, un moyen de déterminer des comportements des consommateurs sur un site et un truc qui ne veut rien dire. Alors, on voit que la majorité d'entre vous s'oriente sur la science des données informatiques et puis ensuite sur un moyen de déterminer des comportements de consommateurs sur un site. Bah oui, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure sur le comportement de consommateurs sur un site. En fait, le big data, c'est vraiment la science des données informatiques. Il y a des années, on avait toutes ces données, on les a récupérées. Et il n'y a que quelques années qu'on s'est dit, mais en fait, ces données-là, elles sont super importantes et on peut les utiliser. Et donc finalement, c'est la science des données informatiques, mais c'est comment analyser ces données-là pour nous les rendre utiles. Que ce soit hiérarchiquement finalement décider des comportements marketing et stratégiques, que ce soit aussi pour être en capacité d'évaluer finalement la navigation sur un site internet, parce que derrière la gestion d'un site internet, on a ces métiers de comment est-ce que j'évalue la navigation sur mon site, comment est-ce que je fais en sorte pour que mes consommateurs soient le plus à l'aise possible sur mon site et évidemment à toute fin utile achètent finalement et que que mon entreprise gagne de l'argent. Ces métiers-là sont quand même des métiers qui sont tout nouveaux, qui restent accessibles à des niveaux de formation assez élevés et on va rechercher des profils qui certes maîtrisent les outils informatiques mais qui surtout maîtrisent les compétences statistiques, tout ce qui est analyse mathématique et statistique. Donc ce sont encore des métiers qui sont assez nouveaux, qui viennent d'arriver sur notre territoire, et c'est pour ça qu'on voit du coup des formations qui s'ouvrent sur ces métiers-là, donc c'est très bien. Par contre, ça reste, voilà, comme le disait, je me semble que c'est Fabienne... Patrick, pardon. Non, pas Patrick, Sonia. Comme le disait Sonia, on ouvre des masters 1 et 2 sur la science, sur les data science. Voilà, ce sont des métiers qui pour l'instant sont accessibles vraiment à des niveaux Bac plus 5, mais qui, comme la cybersécurité aujourd'hui, qui arrivent à s'installer sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas. On va parler d'experts cybersécurité à Bac plus 2. Dans les années à venir, des experts data science à Bac plus 2, on en aura besoin. Alors justement, sur ce champ de la question de la formation, comment on accède à ces métiers du numérique, est-ce que tu peux, Marie, nous expliquer un petit peu les parcours? Complètement. Alors, déjà, il y a des choses des idées reçues qu'il faut casser. Le numérique n'est pas fait forcément pour des mathématiciens, pour des personnes ingénieurs. Aujourd'hui, on va retrouver une offre de formation qui est assez complète. À mon sens, il va manquer une offre de formation avant le bac, finalement, pour des personnes qui n'iront pas jusqu'au bac. Et aujourd'hui, le schéma que vous voyez ici, ce sont de la formation initiale. Donc on va retrouver des BTS, des DUT et des licences, des formations universitaires.
On va retrouver des diplômes d'ingénieurs, donc là, ça reste quand même sur des niveaux de recrutement et de niveaux de qualification très élevés. Et on va retrouver de plus en plus de diplômes d'écoles spécialisées. Donc les diplômes d'écoles spécialisées, évidemment, ce sont des écoles privées qui proposent des formations allant de Bac+2 à Bac+5 et qui permettent de se former en développement informatique. Par contre, on a en plus de l'offre initiale, et ça répond peut-être à la question sur l'école 42, beaucoup d'organismes qui vont plutôt se positionner sur la reconversion professionnelle. Des organismes qui vont permettre à des personnes qui avaient un métier finalement qui n'était pas forcément numérique auparavant, de se former sur des métiers de développement. Ce sont des métiers qui sont accessibles, on va dire, après 1 ou 2 ans de formation, de reconversion. On va aussi essayer de former des personnes sur tout ce qui est les métiers du test. Alors, les métiers du test, c'est finalement assez basique. Quand on va développer un site internet, le client va nous demander tout un nombre de fonctionnalités. Et aujourd'hui, on recrute énormément sur les métiers du test parce qu'en fait, finalement, le client nous demande un site internet et à vous de tester toutes les fonctionnalités. Il faut être... Je pense qu'il y a... Enfin, à mon sens, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de compétences techniques. Par contre, je pense qu'il y a énormément besoin d'empathie. D'être capable de se mettre à la place du client et de l'utilisateur final. Parce que généralement, quand on commande un site internet, l'utilisateur final n'est pas forcément votre client. Par exemple, en banque, on va commander une application bancaire. Le client, c'est la banque, mais l'utilisateur final, ce sont les sociétaires de la banque. Voilà. Très bien. Alors, Marie, on avait envie de regarder un peu ensemble le parcours d'une personne qui, justement, s'est reconvertie Ensuite, 20 ans de carrière dans les métiers du numérique, brasserie, restaurant. qui est intervenue pour témoigner de ça à la journée de l'orientation de la région. Donc, je vais vous laisser découvrir l'histoire de Christelle. Je me suis lancée dans la formation professionnelle pour adultes. J'ai passé un BEP cuisine. Donc c'était sur 10 mois. Et donc ensuite 20 ans de carrière entre brasserie, restaurant, voilà, traiteur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, 40 ans à peu près, c'est ça? À peu près. Ouais, c'est souvent l'âge, je ne sais pas si vous les constatez André, oui, mais parfois on se pose des questions, effectivement, on regarde un peu ce qu'on a fait, si ça correspond aussi à nos envies. Vous vous sentiez plus en adéquation avec ce que vous faisiez? Absolument. C'est un métier difficile, la cuisine, donc, comme beaucoup de métiers, mais physiquement, on se remet en question. Et est-ce qu'on va continuer encore 20 ans, voire plus peut-être aujourd'hui? Donc il n'était pas question de continuer. Donc lassitude? Lassitude, oui, lassitude psychologique et plus l'envie, et physiquement aussi. Donc des freins m'ont fait choisir de me réorienter. La petite voix intérieure, elle disait quoi? Elle disait d'aller vers où, en fait, en tout cas? Vers quelle discipline, vers quel métier? Vers quel métier? Le numérique. Enfin, on parle de numérique aujourd'hui, l'informatique. Ouais. L'informatique. Enfin, c'est une passion depuis beaucoup d'années. Donc, pour moi, il était logique dans ma réflexion de partir sur quelque chose qui me donnait envie de continuer encore 20 ans. Quand vous dites depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis combien de temps? Là, aujourd'hui, je dirais 26 ans. Donc depuis que vous aviez 16 ans? Plus que ça, même, enfin une trentaine d'années, oui, à peu près. Voilà, depuis que vous aviez 16 ans? Vous oui, étiez passionné? Et pardon, la question, mais pourquoi à 16 ans, vous allez sur la vente, la cuisine, alors que vous avez déjà cette passion-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne le sait pas vraiment. Voilà. Il n'y avait pas de réflexion. Comme aujourd'hui, on peut pas d'écoute. Il n'y avait pas de réflexion comme aujourd'hui, on peut pas d'écoute. Voilà, donc un parcours un peu à contre-exemple de ce schéma classique. On en a véritablement des exemples comme ça, Marie? En fait, il y en a de plus en plus. Des personnes qui ont pris ce pied et se sont dit comment changer en fait mon orientation professionnelle et prendre ce pied du numérique. Donc on voit Christelle qui a fait une reconversion qui est quand même très très intéressante et qui est donc du coup passée par des organismes, alors tels que Pôle emploi bien évidemment, avec les préparations opérationnelles à l'emploi, et qui l'a couplé
avec ce qu'on appelle la grande école du numérique. Alors la grande école du numérique, il y a plusieurs années, l'État a lancé ce programme qui permet à des organismes de formation de mettre en place des formations réservées à des personnes en reconversion et recherche d'emploi, qui sont intéressés par le numérique et qui ont un semblant finalement de compétences. Hein. Là, on ne va pas aller chercher leurs compétences techniques, on va aller chercher leur motivation, leur envie de faire des choses. Et la grande école du numérique, du coup, permet à ces personnes-là de suivre une formation qui est en partie financée, soit par Pôle emploi, par la région, par l'État. Il y a plusieurs moyens de financement. Tout va dépendre, en fait, finalement, de l'agrément de l'organisme de formation. Donc on en voit à peu près sur tous nos territoires. Hein. Il y en a beaucoup ont eu lieu en Loire-Atlantique, en Vendée aussi notamment. En Vendée, c'est notamment FAS, la fondation FAS qui s'occupe de mettre en place toutes ces formations de la grande école du numérique. On en a eu au Mans aussi notamment, portée par la Maison de l'Emploi. Il me semble que c'était l'année dernière. Donc on en voit, je pense aussi à Angers, on en voit à peu près partout sur le territoire. Évidemment, ces formations grande école du numérique ne sont pas la seule possibilité de se reconvertir vers les métiers du numérique. On a des organismes de... Alors, je vois une question, c'est bien FACE, F-A-C-E. On voit des dispositifs comme les POE, POEC, POEI. Donc là, les POEC, c'est des préparations opérationnelles à l'emploi et aux compétences. Alors, les personnes de Pôle emploi en parleront bien mieux que moi, mais nous, notre travail en tant que référent du monde professionnel, c'est de faire connaître ces dispositifs-là auprès des entreprises. Qu'elles puissent finalement, quand elles ont des besoins de compétences, passer par Pôle emploi et leur demander de mettre en place ce genre de formation qui finalement sont qu'une remise à niveau de compétences, hein, un apport de compétences sur du numérique et qui vont permettre derrière à des personnes en reconversion de récupérer un emploi. Et là, on va toujours parler aussi de compétences métiers. On va juger leur savoir-être, est-ce que leur savoir-être est bon, et finalement, on a juste besoin de leur apporter quelques compétences techniques pour qu'ils soient en capacité de travailler de nouveau et dans le numérique. On va pouvoir prendre un temps maintenant de réponse à vos questions. Est-ce que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce sujet ou sur des points qui ont été vus précédemment? N'hésitez pas. On va peut-être prolonger et ça vous laisse le temps de formuler vos questions avec, bon, voilà, là notre webinaire va se terminer dans une dizaine de minutes. Marie, pour les personnes qui sont là, demain, elles rencontrent quelqu'un susceptible d'être intéressé par une évolution, une reconversion dans les métiers du numérique. Vers quelles sources peuvent se tourner les professionnels pour être informés? Alors, aujourd'hui, je vous ai mis donc, à la fin toute on va dire une boîte à outils finalement, avec des sites internet qui vous permettent déjà vous aussi de mieux connaître les métiers. Alors on va retrouver bien sûr, pour avoir une image finalement des besoins et des compétences sur le territoire, le premier site qui est l'orcn.fr. Donc c'est développé, c'est ADN Ouest qui a développé ce site, mais par contre c'est un site sur lequel vous allez retrouver nos études, mais les études des autres. Hein. On va essayer de mettre toutes les études sur le sujet au même endroit, pour que vous puissiez avoir un point d'accès finalement à toute l'information en termes de chiffres. Marie, on a une question d'Anne du FAFTT. Quels sont les besoins des entreprises? Donc, autrement dit, on parle de métiers en tension. Y a-t-il des métiers en tension dans le numérique? Quels sont-ils? Ouais. Et puis, peut-être une deuxième question qui revient sur ce qu'on a dit en début de webinaire. Est-ce que ces besoins en recrutement sont davantage situés dans les entreprises qui ont une activité dans le numérique ou dans les autres? Alors, première question, du coup, sur les besoins des entreprises. Évidemment, le number one, c'est les métiers du développeur, que ce soit un développeur logiciel, un développeur application, un développeur site web. On recherche de plus en plus de développeurs et cette tendance va continuer à exploser. Évidemment, on a besoin de ces développeurs pour être en capacité de réaliser du contenu, de construire du code informatique finalement, qui est juste la base des métiers du numérique. On va aussi avoir en deuxième temps tout ce qui est support, technicien maintenance.
Bien évidemment, l'apparition de tous ces outils numériques dans les entreprises numériques et non numériques demande à ce qu'on ait des personnes qui soient capables de maintenir finalement tout ce système numérique. Alors au-delà d'être en capacité de mettre les mains dans la machine, c'est aussi en capacité de de contrôler un poste à distance finalement, ou par exemple dans une entreprise où on va retrouver plusieurs métiers, d'être en capacité de maintenir le système d'information de ces différents métiers. Donc de plus en plus, on va chercher à embaucher des techniciens maintenance et des techniciens support. Ce qui est plutôt intéressant parce que ce sont des métiers qui sont accessibles à un niveau de qualification pas forcément très élevé. Et puis le troisième métier aujourd'hui, et qui va bouger, hein, parce que c'est vrai que le troisième bouge quand même assez généralement, c'est tout ce qui sont les métiers du design et alors attention, je vais utiliser un gros mot, User Experience Designer, en fait c'est le designer d'expérience en français, c'est les personnes qui sont en capacité de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc finalement, on va demander des compétences de savoir-être pour être capable de parler avec des équipes qui ont des problématiques métiers complètement différentes, et aussi de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc là, on va aller chercher de l'empathie chez la personne. D'être en capacité de comprendre les réels besoins de l'utilisateur. En termes de formation, comme ça, sur les parcours qui ne sont pas les plus classiques, Sébastien de Cap Emploi nous signale le projet Audace. Audace. Oui, je connais. En fait, c'est un gros. Alors, il me semble que ce soit un groupement d'entreprises qui ont signé des accords Audace pour intégrer des personnes en situation de handicap, parce que bien évidemment, les personnes en situation de handicap ont évidemment leur place dans les métiers du numérique. Voilà, c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on peut pas coder ou programmer. Du coup, on voit énormément de dispositifs qui apparaissent pour amener l'intégration de ces personnes-là. Parce que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est de les intégrer dans des équipes et puis de pouvoir adapter leur poste de travail à leur handicap. Et puis Sébastien a mis un lien, donc on pourra le rajouter dans le support du webinaire si certains d'entre vous ont envie de consulter. Et donc, pour finir sur la question de Anne, il n'y a pas que les entreprises du numérique qui vont recruter. On parle aujourd'hui beaucoup de transition numérique, donc comment les entreprises traditionnelles vont s'approprier ces outils numériques, vont être en capacité de développer leur activité via le numérique. Alors, un point de vigilance là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises traditionnelles sont conscientes qu'elles ont besoin de maîtriser les outils numériques. Par contre, elles ont encore du mal à savoir aussi quels sont leurs réels besoins en recrutement. Parce que finalement, elles n'y connaissent pas plus que quelqu'un d'autre. Elles ne savent pas forcément qui recruter pour développer leur site internet ou à quel prestataire faire appel. Donc on a des programmes, la région a mis en place un programme, plusieurs branches d'activités ont mis en place des programmes pour aider ces entreprises à bien analyser leurs besoins de recrutement. Effectivement, c'est intéressant puisque sauront-elles lire un CV? C'est pas évident qu'elles sachent repérer dans un CV finalement les connaissances techniques, les langages, etc. dont elles ont besoin. Et ces programmes, ça s'appelle comment? Alors, il y a des programmes, alors ça va s'appeler Transition numérique. Je sais qu'on a quelque chose de la région qui s'appelle la croissance bleue finalement, qui permet aussi d'accompagner les entreprises. On a plusieurs choses, mais généralement, vous entendrez parler de transition numérique, de transformation digitale. Voilà, ce sont les thématiques, les termes qu'on utilise le plus pour parler de cette tendance. Donc merci Sébastien d'avoir partagé le lien. Vous n'hésitez pas si vous souhaitiez poser des questions, avoir un petit peu plus d'informations sur un des sujets évoqués par Marie, aussi même à l'issue de ce webinaire, à nous faire parvenir en fait un mail via info-spro, l'adresse mail par laquelle vous avez reçu l'invitation de participation. On pourra bien évidemment vous apporter des réponses. J'en profite, je suis aussi un point d'accès pour vous, professionnels de l'orientation, pour répondre à vos questions, pour intervenir auprès de vos publics, bien évidemment, sur les métiers du numérique, pour essayer de faire venir des professionnels quand c'est possible. Donc il ne faut pas hésiter à contacter ADN West via la boîte contact du site, et puis les mails me seront envoyés vers moi. Très bien, on pourra peut-être ajouter aussi tes coordonnées à la fin du support. Bien sûr. Anne.
Anne, le lien Oui. portail des métiers Oui. de l'Internet, portail des métiers de l'Internet est en cours de maintenance. En fait, le lien du D'accord. gouvernement, donc je ne sais pas ce qui se passe. Effectivement, j'ai vu ça il y a 2-3 jours et j'ai complètement oublié de... Alors, vous garderez toujours le lien, hein, parce que finalement, une fois qu'ils auront fini de faire la maintenance, il sera remis à jour. Moi, je le trouvais intéressant parce qu'en fait, les quelques fiches métiers qu'il y a sur ce site sont vraiment en accord avec la réalité des métiers actuels. Par contre, je me permets de parler un peu plus précisément du dernier, concepteur d'avenir du FAFIEC. Certes, le FAFIEC est finalement très basé sur l'alternance, mais ils ont fait un site concepteur d'avenir qui permet de découvrir les métiers, avec des super contenus qui vous permettent de bien vous initier, de bien comprendre quelles sont les problématiques de ces métiers. Ils vont aussi notamment développer tout le côté alternance et recherche de stage, mise en relation d'entreprises et de personnes finalement qui recherchent ces alternances et ces stages. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet. Alors en effet, on a une question d'Anne qui dit ce qui nous manque, c'est le nom des métiers. Peut-être ce qu'elle veut dire, c'est quand une personne vous évoque un nom de métier du numérique ou que vous pouvez le voir sur comment, voilà, enfin, les conseillers ne peuvent pas connaître tous ces Bien noms sûr. qui en plus évoluent. Donc alors, peut-être vers quel site se tourner pour avoir une description de chacun de ces métiers? Alors, la dernière partie, hein, donc les portails des métiers de l'Internet, bon, pour l'instant il est en maintenance. Vous allez retrouver aussi notre site à nous, que j'ai pas forcément mis ici d'ailleurs, qui s'appelle ilikeit.fr. Vous le retrouverez sur le tout début du support. Ah bah si, il est là, je le vois. Le site d'ADNOS pour donner envie aux jeunes. Agence Talent du numérique, c'est un site assez intéressant parce que finalement vous allez rentrer dans une agence web et suivre tout le processus de la réalisation d'un projet avec tous les métiers qui agissent dans la réalisation d'un projet. Et concepteur d'avenir, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce qu'ils ont des super fiches sur les métiers. Alors, on a également Nathalie de l'AFDAS qui nous signale que le référentiel métier de l'OPIEC est bien fait. Effectivement, initialement je l'avais sur mes slides, il est aussi sur le petit livret qu'on pourra vous transmettre en PDF, hein, un petit livret qu'on utilise et qu'on distribue à chacune de nos interventions. C'est vrai que le référentiel des métiers de l'OPIEC est très bien fait aussi. Et par contre, je ne connaissais pas du coup la cartographie des métiers de l'ADBS, donc j'irai y faire un tour. Merci Sonia pour l'information. Très bien. On va devoir s'arrêter puisque le temps file à une vitesse importante. On voulait donc savoir un petit peu dans quelle mesure ce webinaire d'une heure là avait répondu à vos attentes et puis surtout si ça a répondu partiellement, ce qu'on peut tout à fait imaginer parce que une heure passe très vite. Ce qu'on souhaite, ce sur quoi on souhaite vous interroger, c'est eh bien, voilà, si ça a répondu partiellement, finalement, quelles sont encore les questions que vous vous posez? Donc peut-être pendant que vous répondez, et puis pour vous dire aussi par rapport à tout à l'heure en début de webinaire où je vous parlais d'un décalage, là vous êtes 20, parce que je ne sais pas si vous avez cette vision, vous êtes 20, et on a à la fois l'AFDAS, le SUIO, Cap Emploi, une MIF, mission locale, des pôles emploi, l'espace régional du 49 et le FAFTT, donc une belle représentation de tous les réseaux du SPRE. Et donc on a les réponses du partiellement. Donc des souhaits d'informations complémentaires sur les métiers, notamment les plus accessibles avec un niveau de formation les moins élevés. Marie le sait, à chaque fois, c'est ce qu'on lui demande quand il s'agit de faire des interventions, puisqu'on sait que les publics ingénieurs se présentent relativement peu
dans les structures du SPRO en général. Un focus sur les entreprises qui recrutent, une analyse de leurs besoins. Alors ça, je vous invite à aller faire un tour du coup sur l'observatoire, où on va retrouver les niveaux de recrutement. On interroge les entreprises sur quels sont leurs besoins à venir dans les 6 mois et sur quel métier et sur quelle technologie. Peut-être sur la question des métiers les plus accessibles avec un niveau de formation moins élevé, tu l'as dit, on peut revenir en synthèse. Le développeur, c'est le premier, il n'y a pas que des développeurs Bac plus 5. Non, les développeurs, il n'y a pas que des développeurs Bac plus 5, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de développeurs que ça. Les développeurs Bac plus 5, en plus, c'est les entreprises qui le disent, c'est des gens qui rentrent dans l'entreprise et qui veulent tout de suite devenir chef de projet. On va s'intéresser au métier du test, comme je vous l'ai dit, et au métier du support et de la maintenance. Absolument, les métiers de technicien, là, du coup, davantage. Et on a alors Anne, en fait, qui nous fait une transition parfaite vers... on voulait vous indiquer effectivement sur le site Orientation Pays de la Loire à quel endroit vous pouvez venir visualiser ce webinaire et puis venir chercher les supports qu'on va mettre en ligne cet après-midi. On a Brigitte de Pôle emploi qui nous indique qu'il y a un salon du numérique à Niort les 29 et 30 mars prochains. Donc merci pour l'information. Et Bertrand qui demande si l'observatoire c'est sur le site d'ADN Ouest ou si c'est un autre Alors, site. c'est pas le même site, mais il est accessible. Par contre, l'URL est très simple, c'est orcn.fr. Pour l'observatoire. Observatoire Ah oui, Observatoire régional des compétences du numérique. Pour certains territoires, on va avoir des focus, notamment sur Nantes Métropole, sur Saint-Nazaire, Avenir, la Vendée et Angers, qui vont avoir des focus sur leur département, avec des chiffres d'entreprises qui viennent vraiment de leur département. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, quand vous vous connectez sur Orientation Pays de la Loire, en haut de l'écran, donc vous cliquez sur Accès Pro qui est là également où vous allez pouvoir venir vous consulter et vous inscrire sur les actions comme aujourd'hui dans l'onglet professionnalisation. Et donc on a un onglet qui s'appelle boîte à outils des professionnels hein, du SPRO des ressources. Et donc si vous descendez en fait dans l'écran, vous arrivez sur une tête de chapitre webinaire dans lequel vous pouvez revenir voir les webinaires. Et donc là, on a dans les plus récents celui qui a été fait sur Cléo, sur le kit forum et salon du SPRO et l'outil de gestion de projet Trello, sur les principaux repères sur la VAE et l'utilisation des réseaux sociaux et l'e-réputation. Et nous avons encore Donc, Christophe de Pôle emploi, quelle évolution du télétravail, quel débouché aux travaux des développeurs en termes d'outils pour travailler autrement? Alors, on va prendre les questions dans l'ordre parce qu'il y en a beaucoup. Merci Christophe. D'abord, la question du télétravail, des perspectives d'emploi. Alors, la question du télétravail, elle est assez difficile. J'ai du mal à y répondre. Des entreprises développent le télétravail. Elles ont bien compris que c'est une façon d'attirer des personnes dans leurs entreprises. Par contre, on est toujours sur des notions de sécurité, de gestion du parc informatique. Le discours est oui, il faut développer le télétravail, mais c'est pas encore facile pour toutes les entreprises et c'est pas encore une tendance qui se développe. Par contre, vous retrouverez par exemple, je sais que sur Saint-Herblain, on a une entreprise qui s'appelle Connexing qui développe le télétravail pour avoir de plus en plus de compétences finalement et de permettre à des gens qui ne sont pas forcément résidents du territoire de travailler pour eux. Mais c'est une petite partie des entreprises. Et puis, donc, alors, le développement des outils qui permettent de travailler autrement, qui permettent de travailler en mode collaboratif. Oui, alors on voit justement Trello qui permet de travailler le travail collaboratif. En fait, pour la petite histoire, dans le numérique et l'informatique est apparue des notions de management agile, de management collaboratif. Ce sont des notions de management, hein, parce que là on va toucher plutôt à tout ce qui est position très hiérarchique de l'entreprise, mais comment est-ce qu'on manage autrement pour que nos équipes puissent se saisir du sujet travail collaboratif, comment est-ce qu'on fait pour les responsabiliser au plus bas niveau, comment est-ce qu'on les motive et qu'on leur donne envie. Voilà, donc on va retrouver plein d'outils qui naissent comme ça finalement sur le travail collaboratif. Après c'est à chacun
de prendre l'outil qui lui correspond le mieux finalement. Moi je sais que Trello par exemple, on l'utilise en interne, mais je pense que c'est pas l'outil qui me convient le mieux par exemple. Donc on va retrouver un peu toutes ces notions-là. Après, ça reste toujours des notions très hiérarchiques finalement, et c'est un peu au bon vouloir de l'entreprise, honnêtement. Très bien, bah, merci beaucoup pour votre participation et vos remarques enrichissantes et vos questions pertinentes. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine action du SPRO. Merci, bonne Bonne journée. journée.